début de la guerre, les hameaux de Noroy et Mainville et Xon composent le village de l'Héménil. Au-dessus, à 356 mètres d'altitude, s'élève le Xon, point culminant du secteur dont la vue s'étend sur des dizaines de kilomètres, d'un côté vers la frontière et de l'autre vers la ville de Pont-à-Mousson. Cette position stratégique sera le terrain de combats violents entre l'été 1914 et l'hiver 1915, dans le but d'empêcher les troupes ennemies de prendre Pont-à-Mousson et d'atteindre Nancy. Après sa défaite en 1870, la France cède l'Alsace et une partie de la Lorraine à l'Empire allemand. Ce dernier s'empresse d'installer des postes frontières. Au total, ce sont 4056 bornes qui matérialiseront les passages les plus importants, comme les cols, les ponts et les routes. Pendant 30 ans, chaque village possédera son poste de douane, où chacun circulera librement. Pour les Ménil, la rivière Seille fera office de ligne frontière avec le village allemand de Cheminot. Dès la déclaration de la guerre, les poteaux marquant cette frontière sont détruits. Les patrouilles armées, qui jusque-là se surveillaient, entrent en combat. À proximité de l'Héménil, sur le village de Bouxières, Fortuné Émile Pouget, du 12e régiment de chasseurs à cheval, est tué le 4 août, alors qu'il était en reconnaissance à la limite de la frontière au signal de Vitonville. Le 6 août, c'est le sous-lieutenant de réserve Paul Honoré, parisien de 23 ans, qui est tué sur le versant sud du Xon. Tous deux reposent au carré du souvenir français au cimetière de Pont-à-Mousson. La cohabitation d'avant-guerre laisse place à de violents combats qui vont culminer à l'hiver 1915 et conduire à la destruction du village entier et de son église, qui seront entièrement dévastés par les nombreux bombardements, qui se prolongeront jusqu'à la fin de la guerre, ne laissant subsister que quelques pans de murs du hameau de Noroy. Cette destruction sera amplifiée par le caractère industriel de cette première guerre mondiale aux armements modernes, utilisés par les belligérants. Face à l'armée française sur la vallée de la Seille, l'armée allemande présente une organisation quasi scientifique. Son premier atout est lié à ses effectifs. La moyenne d'âge de ses soldats est inférieure à celle des Français. Avant-guerre, elle dispose déjà d'importantes réserves humaines, évaluées à 870 000 hommes, et l'effectif, appelé sous les drapeaux, atteindra plus de 3 800 000 hommes, répartis en 8 armées. Leur équipement est plus moderne. Les soldats allemands sont bien équipés, vestes et pantalons en coton couleur feldreau gris verdâtre, un casque à pointe pour protéger des blessures à la tête, des bottes en cuir noir, un fusil Mauser avec une épée baïonnette, le tout accompagné d'un pactage de 15 kg. Ces soldats comptent par ailleurs une arme nouvelle, des mitrailleuses Maxim MG-08, qui faucheront les troupes françaises au début de la guerre. En effet, dès les premiers combats d'août, les mitrailleuses allemandes se révèlent être des armes d'une puissance considérable. La masse de fantassins français, équipés de leurs pantalons Garance, sont repérés de loin et sont fauchés inexorablement par les tirs précis, denses et réglés des mitrailleuses ennemies. Cette armée moderne et nombreuse est conduite par des chefs qui ont défini dès la fin du XIXe siècle les plans d'invasion de la France. À partir de 1906, le général von Moltke adapte le plan Schlieffen, un nouveau plan de bataille qui vise à encercler les troupes françaises. Il projette d'envahir la France en attaquant par le Luxembourg et la Belgique, évitant ainsi les troupes françaises postées dans le nord de la Lorraine, le long de la frontière. Une fois figée et fixée sur le territoire français, l'armée allemande organise et aménage le territoire avec des méthodes modernes, notamment pour la construction des lieux de vie et de combat de ses soldats. Ainsi, à l'été 1914, les régiments de Landwehr occupent plusieurs villages frontaliers, Vitonville, Champey-sur-Moselle, Bouxières-sous-Froidmont, et prennent position à flanc de coteau. Les nouveaux occupants créent une nouvelle ligne de chemin de fer qui traverse cette zone jusqu'à la côte de Mardigny. Cette voie permet d'acheminer les troupes et les armes et d'en assurer le ravitaillement. Les funiculaires à câble et à godet sont construits en mobilisant la main-d'œuvre locale et transportent les matériaux jusqu'au plateau de Froidmont pour la construction des tranchées et des blocos. L'électricité, ainsi que les réservoirs d'eau déjà sur place, ont facilité les aménagements des ouvrages. Dans le bois communal de Champey-Bouxières-sous-Froidmont, les blocos réalisés pendant cette période sont des ouvrages d'art, semi-enterrés, d'une grande qualité, proposant une bonne protection contre les bombardements. Les soldats français vont pour leur part créer des boyaux en zigzag d'une hauteur de 2 mètres entre les trous d'obus. Ils vont y circuler et s'y réfugier pour éviter les tirs en enfilade. Ils aménageront ces tranchées avec des fagots et des rondins de bois pendant les longues périodes d'accalmie. Dans ce paysage nouveau où les tranchées apparaissent le long de la côte du Xon et les villages disparaissent sous les obus,
une jeune femme, Lucie Jacob, va s'illustrer. Lorsque la guerre éclate en 1914, Lucie Jacob a 18 ans. Elle est l'aînée d'une famille de 8 enfants. En septembre 1914, les premiers obus tombent sur son village de Léménil. Son père étant déjà mobilisé sous les drapeaux, le reste de la famille est contraint de quitter Léménil pour trouver refuge dans la famille à Blénaud-les-Pont-à-Mousson. Cette jeune fille réfléchit quand même en disant ils sont partis mais toutes les bêtes de la ferme sont restées et ça, pour elle c'était très dur de les laisser à l'abandon. Elle s'est décidée avec l'autorisation de ses parents de revenir pour les nourrir. Alors elle a fait des va-et-vient sur le village de Léménil et c'est là que les autorités militaires de Pont-à-Mousson l'ont convoqué, lui ont demandé si c'était possible, lorsqu'elle va sur Léménil, de donner certains renseignements sur les positions allemandes côté cheminot, s'ils montaient des ponts, etc. Et voilà. Ensuite, elle donna toutes ces observations qu'elle avait vues sur Léménil, et bien sûr, suite à cela, les autorités ont trouvé très intéressant si elle pouvait aller un peu plus loin. Ce qu'elle fit, c'est-à-dire que là, elle fera plus de 6 interventions dans les lignes ennemies en allant sur Bouxières-sous-Fromont. Ces 6 passages donneront lieu à des renseignements extrêmement précieux pour la défense française. Interceptée à 2 reprises par des patrouilles allemandes, elle ne doit son salut qu'à son sang-froid, son courage et sa force de caractère. Le 14 décembre 1914, elle renonça à ses activités de renseignement. Lucie Jacob fut sans doute l'une des plus jeunes héroïnes décorées de la Croix de guerre avec étoile de bronze, qui lui fut remise en août 1916 à Nancy par le général Henry. Les informations collectées par les civils, comme Lucie Jacob, vont servir pour conduire les combats. Sur les flancs du Xon, les troupes allemandes et françaises vont s'affronter jusqu'à l'hiver 1915. Le signal du Xon est une position stratégique qui domine les vallées de la Moselle et de la Seille. C'est un passage facile pour les Allemands voulant accéder à Pont-à-Mousson et qui espèrent ainsi prendre à revers les troupes françaises stationnées au Bois-le-Prêtre. Pour couper cet accès aux Allemands, divers régiments français, dont le 325 RI, sont chargés de protéger la ville de Pont-à-Mousson et les villages de Mousson, d'Athon et leurs abords. Le 325 RI doit assurer le service de surveillance d'un secteur très étendu, malgré l'insuffisance des défenses et des abris. Il exécute des travaux considérables pour mettre ce secteur en état de défense, et fait de nombreuses reconnaissances à grande distance, dans la forêt de Fac et vers la Seille. L'importance de ce secteur dans le schéma de défense des forces françaises, ou d'attaque pour les forces allemandes, est avérée par les combats qui s'y déroulent. Dans les premiers mois de 1914, le signal du Xon change de main. Il est parfois occupé par les troupes françaises ou ennemies. Il est de règle, quand l'ennemi vous a pris une position, de contre-attaquer dans le quart d'heure qui suit, avant que l'assaillant ne soit installé. En février, lors d'une de ces batailles, la 21e compagnie, située en forêt de Fac, est appelée pour monter à l'assaut du Xon. Avec le sergent Robert d'Harcourt, le lieutenant d'Argent, la compagnie dirigée par le capitaine Cochin va se mettre en place, prête à l'assaut, en bas de la pente du Xon. Cochin et ses hommes parviennent à proximité du sommet et s'y accrochent sous les feux meurtriers des Allemands qui ont eu le temps de s'organiser. Ils se retrouvent isolés par rapport aux autres troupes qui n'ont pas pu les suivre. À ce moment précis, il n'y a aucune possibilité de jonction et la situation est un désastre. Très vite, ils sont cernés par les Allemands qui arrivent de toutes parts. Robert d'Harcourt prend une balle dans la mâchoire et reste inconscient sur le sol. Le second, jugeant toute résistance inutile, pose son fusil à terre. Cochin se baisse pour le ramasser et crie « On ne se rend pas !» et fait feu sur l'ennemi. La riposte est fatale. Cochin meurt sur le coup d'une balle en pleine tête. Le 16 février 1915, le lieutenant Dubail prend les commandes des opérations, fait venir l'artillerie lourde et rapatrie les troupes en forêt de Fac. Il envisage une nouvelle stratégie d'attaque, en masse, pour reprendre le Xon. Dans l'après-midi, les troupes françaises montent à l'assaut du signal du Xon après un bombardement d'un quart d'heure. Les hommes qui ont pu pénétrer dans Noroy après une lutte féroce sont tués. C'est un échec. Le 18 février, une attaque à puissant effectif est déclenchée. En fin de journée, les positions sont reprises. Les Allemands capitulent et s'enfuient vers le bois de Fréau et le bois de Voivrotte. Le Xon est repris.
au prix de 2000 tués et blessés pour 5 jours de combat. Après cette dernière tentative allemande, le front ne bougera plus sur le secteur de l'Héménil, et chacun gardera ses positions jusqu'à la fin de la guerre, mais sera constamment bombardé, en moyenne, par 100 obus par jour. Au cours de ces combats, 2 hommes s'illustrent, Jacques Cochin et Henri d'Argens. Né le 30 octobre 1879 à Paris, il était le fils de Denis Cochin, ministre d'État. Il servira 8 ans au 87e régiment à Saint-Quentin avant d'entrer à l'Institut Pasteur pour s'occuper de travaux de bactériologie. Ayant toujours eu le sens du devoir, dès la déclaration de la guerre, il se porte volontaire pour défendre son pays et ses valeurs. Homme de terrain avant tout, il fait naître l'estime de sa compagnie. Mort le 14 février à l'âge de 36 ans, lors de la bataille d'Uxon, son corps ne sera retrouvé que 3 jours plus tard. Son décès et les cérémonies qui suivront est notamment relaté par Robert Dacour, sergent de la 21e compagnie, combattra aux côtés de Jacques Cochin. Il faisait à cette époque un temps affreux, neige et pluie, et notre nouvelle vie n'était rien moins que confortable. Le 13 février 1915, Jacques Cochin, mon capitaine et ami, reçut un appel de notre commandant nous demandant d'aller contre-attaquer les colonnes allemandes qui montaient à l'assaut d'Uxon. Cette nouvelle fut reçue sans un mot de plainte ni de récrimination par mon escouade. Chacun fit ses derniers préparatifs, remplissant sa cartouchière, vérifiant son fusil, et après une longue marche, nous arrivions le long de la route de l'Héménil. Coûte que coûte, l'Auxon devait être repris aux Allemands. Nous montions au sommet de cette boue molle où l'on n'avance pas. C'est un vrai marécage. Les pluies ininterrompues de février ont laissé la terre détrempée. Les cadavres jonchent dans les trous creusés par des obus. L'ennemi arrive sur nous par dizaines. Soudain, je ressens un choc violent et suis protégé à terre, une balle logée dans la mâchoire qui me fait voir 36 chandelles. Couché dans la boue, je perds beaucoup de sang. Nous n'étions alors plus qu'une poignée d'hommes et au matin, les Allemands revinrent en force. Le capitaine Cochin, qui se trouvait alors avec 2 hommes, se vit cerné par l'ennemi déclarant qu'il ne fallait pas se rendre. Il fit feu et la riposte allemande eut raison du capitaine. En tirant, il avait signé son arrêt de mort, la balle l'avait atteint en pleine tête. Ce premier héros de cette bataille d'Uxon reposa jusqu'en 1919 dans un caveau au cimetière de Pont-à-Mousson, et son corps sera rapatrié dans le caveau familial de la chapelle de l'hôpital Cochin à Paris. Pour lui rendre hommage, et depuis 1984, une rue porte son nom à l'Héménil. D'Argens, c'est un homme d'une grande stature, de caractère assez dur, très grand sportif et aussi un très grand chasseur dans le civil. Ce qui va lui être très bénéfique dans l'armée parce que c'est un homme qui aime partir seul à l'affût et d'aller espionner dans les lignes ennemies. Le capitaine aimait être en compagnie de son ami Henri d'Argens. Il était rassuré à ses côtés. 15 jours avant sa mort, Jacques offrit à Henri, qui venait d'être nommé officier, son sabre en guise d'amitié. D'Argens fut très touché et fier de ce geste. Stationné en novembre 1914 avec la 21e compagnie du 325 régiment d'infanterie, sur la route de Metz, à proximité de la ferme Saint-Michel, d'Argens va devenir un grand spécialiste des reconnaissances en ligne ennemie. Il fera plus de 13 reconnaissances et le haut commandement le citera à plus de 4 reprises. Lors de l'assaut du signal de Xon, il rencontre des obstacles, les fils de fer barbelés vont gêner son ascension et le séparer de son capitaine. Après 4 années de guerre, il faut maintenant reconstruire le village et les espaces agricoles abîmés par la guerre. Après la guerre, l'Héménil n'est plus que ruine. Le hameau de Noroy et son église sont totalement détruits et deviennent des lieux de pèlerinage. En 1919, les élus décident de reconstruire l'actuel village de l'Héménil à l'emplacement même des anciens hameaux de Xon et de Hémainville. Pour le hameau de Noroy, le plus ancien,
il reste aujourd'hui quelques pans de murs et un passé enterré à jamais. La croix du Signal de Xon sera inaugurée à Léménil en octobre 1922. Détruite en septembre 1944, elle sera à nouveau inaugurée en septembre 1963. La commune recevra la croix de guerre avec palme de bronze le 13 avril 1921. Après la guerre, M. Denis Cochin, député du 8e arrondissement de Paris, père de Jacques, ministre d'État, forme un projet d'adoption.